Alors, bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je suis ravie de vous présenter cette exposition André de Vambèze, en effet, qui se déroule au Petit Palais en ce moment même. Donc voilà, un pari que nous avons souhaité relever au musée, que de mettre en avant cette figure assez méconnue, hein, qui est totalement tombée dans les oubliettes de l'histoire de l'art, il faut bien l'avouer, d'André de Vambèze, donc un artiste né en 1867, mort en 1944, donc artiste en plein dans la période de la Belle Époque, qui, malgré la très grande notoriété qu'il a pu connaître en son temps, hein, il a quand même coché toutes les cases d'une parfaite carrière académique. Et puis il a fait un séjour à la Villa Médicis notamment. Il a été professeur à l'École des Beaux-Arts et il a terminé académicien. Donc une certaine notoriété en son temps, mais malgré tout, voilà, l'histoire de l'art a totalement oublié cette figure que l'on souhaite remettre en valeur, notamment parce que la très grande variété et la très grande production de son œuvre nous intéresse et nous semble finalement d'une modernité très intéressante à revoir de nos jours. Alors j'espère vous en convaincre à travers quelques photos. Ici, une photo de l'introduction. On introduit en effet son œuvre à travers de grands agrandissements qu'on a souhaité exposer au mur et puis une série d'affiches, vous le voyez sur la droite, 3 affiches qui nous permettent de rentrer directement dans l'univers de l'artiste et notamment son grand humour. Alors ici, ce sont 3 grandes affiches qu'on a retrouvées à la bibliothèque Forney, qui fonctionnent en triptyque et qui permettent de mettre en avant la grande efficacité de son discours et de son dessin notamment. Alors vous le voyez, c'est une affiche publicitaire autour de l'aliment complet Maxime Groux, et ça fonctionne de façon assez efficace. Il y a ceux qui n'en prennent pas, qui, vous le voyez, mariés depuis 10 ans, n'ont toujours pas d'enfants, c'est embêtant, et ceux qui en prennent, tout au contraire, qui ont 6 jumeaux grâce à l'aliment complet. Une vie de désolation à gauche sans l'aliment complet Maxime Gros et au contraire, vous voyez les personnes âgées qui se défont de leurs béquilles, et qui sont en pleine forme, grâce à l'aliment complet Maxime Gros. C'est assez simple, vous avez un pari de désolation, totalement, sinistre avant la prise de l'aliment complet. Mais alors, que faut-il prendre? Et enfin, j'ai trouvé après, un pari resplendissant. Heu, donc vous voyez, c'est assez facile et assez efficace et puis très amusant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu introduire ce parcours par ces 3 affiches et qui nous permettent aussi de voir, d'entrée de jeu des caractéristiques du style de Van Beze, donc c'est-à-dire ces cadrages plongeants, sur un Paris dont on verra qu'il fait partie de son paysage quotidien. C'est un artiste qui est parisien, issu d'une famille parisienne, avec des marqueurs que l'on retrouvera dans ses œuvres, hein. Ici, il y a les kiosques notamment qu'on retrouve, la vie des boulevards. Et puis un autre style qu'on retrouvera souvent, c'est ce goût pour les petites figures ramasser, ces petits corps râblés, courts sur pattes, et ce goût pour les foules qu'on retrouvera assez régulièrement dans son œuvre. Alors André de Vambèze ne vient pas de n'importe quel milieu, il est issu de la maison de Vambèze, qui est une maison d'impression, de gravure, fondée par son père Édouard de Vambèze, qui fait florès de la moitié du 19e siècle jusque dans les années 1920. C'est vraiment une maison qui a pignon sur rue
Donc, vous le voyez à travers l'enseigne ici qu'a produite justement le fils, hein, André de Vambès, graveur éditeur, en haut de l'image. Et puis ces 2 vues justement de cette boutique, une vue à l'extérieur de la boutique, une vue complètement fantasmée avec, ces petits personnages troubadours, qui sont en train de deviser devant la boutique de la maison d'impression, de Vambès Graveur Impression Artistique, voit-on sur la devanture. Une boutique qui se situait, passage des Panoramas justement, à Paris, et puis une vue à l'intérieur de cette boutique, toujours une vision, assez amusante, de toutes ces têtes couronnées, rassemblées ici dans la maison d'impression. Alors en bas à droite, alors je ne sais pas si ma souris, est affiché à l'écran. En tout cas, vous avez, la figure justement du père d'André de Vambèse, Édouard, ici qui est en train d'accueillir les têtes couronnées sur la droite en bas de l'image. Et puis vous le voyez, Louis XIV qui remet sa carte de visite à Napoléon. On reconnaît, Victor Hugo au second plan. Tout à droite de la représentation, c'est Sarah Bernard qui est en conversation avec Edmond Rostand. Vous avez au second plan également, François Ier. Voilà, donc c'est assez amusant de retrouver cette assemblée, de personnages et de têtes couronnées ou de personnages très importants, ici, et on retrouve toujours ces petits corps avec, court sur pattes qui apprécient tant, l'artiste. Alors, on présente quelques-uns des albums, de jeunesse d'André de Vambèse, et simplement pour rappeler la grande précocité de son talent. Vous voyez, en 1880, donc là, il a 13 ans, il imagine des scènes historiques et des sortes de BD, en fait. On est, sous l'époque de Louis XIII ici. De nombreuses histoires, des contes bretons, des petites historiettes, et puis dans ses correspondances, c'est assez amusant, on a retrouvé aussi les lettres qu'il adresse ici à son cher papa, et donc il lui détaille, le quotidien de ses journées, notamment comment il s'habille. Vous avez tous les vêtements qui sont dessinés. Et on a de nombreux témoignages de cette correspondance avec ses parents, avec qui il est resté lié, très longtemps, mais dès l'adolescence, il leur écrit régulièrement, et puis vous voyez, il y a plein de petits dessins qui accompagnent ces lettres. C'est assez amusant, on présente ça en introduction. Alors simplement pour rappeler que, voilà, malgré cette grande légèreté, l'artiste, on va le voir, il aussi régulièrement entre le grave et le léger, et par son parcours académique, hein, qui est tout à fait, classique, qui est celui d'un peintre, parfaitement, classique. On le voit ici, grâce à son prix de Rome qui est, le tableau que vous voyez à droite de la représentation, à droite de l'image, pardon, c'est le Reniement de Saint-Pierre. Donc ce prix de Rome qu'il réalise en 1890 lui permet, de séjourner à la Villa Médicis pendant 5 ans à Rome. Alors vous avez une photo où, il est, représenté ici, il est photographié parmi les pensionnaires. Vous voyez, ce sont de joyeux lurons qui s'amusent, gaiement. Il est représenté en bas à gauche, à plat ventre avec son béret. C'est donc un séjour qui va être, assez fondateur pour lui. Il va arpenter, l'Italie, il va découvrir, la photographie qui va lui servir notamment à élaborer de nombreuses compositions. Vous le voyez sur la droite, quelques-uns de ses envois de Rome, notamment en bas à droite avec, le char d'Élie, un sujet imposé, où on retrouve ce goût pour les cadrages, tout à fait, assez important, et ici une contre-plongée qu'on retrouvera dans son œuvre. Et puis à gauche, simplement une photographie, rehaussée de gouache blanche, ce qui nous permet de présenter son dernier envoi de Rome en 1896. Ici, c'est une photographie qui date un petit peu après, qui a été reprise, c'est la conversion de la Madeleine. Le tableau est d'un très grand format, il était impossible de l'exposer, de le présenter dans l'exposition, donc on le présente ici à travers cette photographie retravaillée. C'est la conversion de la Madeleine, voilà, qui clôt, ce parcours très académique, commencé ici à l'École des Beaux-Arts, et à travers le séjour à la Villa Médicis.
Alors, les modèles du quotidien, c'est sa famille et notamment ses enfants que on va voir grandir, au fur et à mesure de ses productions. Donc ses 2 enfants, son petit garçon Pierre, le plus grand, et sa petite fille Valentine que l'on retrouve, vous le voyez, dans des scènes d'une grande tendresse, au lever du lit ou alors lorsque ici Pierre à gauche est malade, est alité et sa sœur lui fait la lecture. On retrouve, une atmosphère à la Vuillard, quelque chose d'assez, décoratif, des choses qu'il doit certainement avoir en tête, et on va les voir, gardez-les en tête, là, ils sont tout petits, hein, ils ont une dizaine d'années, on va les voir grandir et on les retrouvera, à la fin du parcours notamment. Alors toute une section consacrée à la vie parisienne, notamment à travers des scènes de café, des personnages attablés, devant notamment des verres d'absinthe qu'on va retrouver, assez fréquemment, ou des compositions avec des personnages soit seuls, soit en compagnie. Vous le voyez, ces projets pour l'année prochaine qui mettent en scène, une assemblée un petit peu hétérogène d'hommes, dont les gestes sont très éloquents et qui sont probablement en train de faire des plans sur la comète, que l'on retrouve ici dans ce grand tableau important qui s'appelle Les Incompris, qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Quimper, où on retrouve justement, cette assemblée de personnages. Alors, tout à droite, vous le voyez, un personnage un peu à la Verlaine, qui est, dans une solitude, un peu embrumée, il a le regard dans le vide devant son boc de bière. Au second plan, des personnages, dont ce personnage barbu, en haute forme, dans une conversation échevelée, dont on a bien l'impression qu'elle n'a ni queue ni tête. Et puis au premier plan, à gauche, vous voyez cette femme, qui a le coude qui a la main, accoudée sur une boîte de couleurs, une palette de couleurs, qui tient de l'autre main le quotidien L'Art. C'est une artiste et c'est en réalité le modèle de l'Olympia de Manet. Alors si on a en tête le tableau, on on imagine la différence par rapport à cette représentation de ce modèle en fin de vie qui a passablement vieilli, et on voit ici, déjà réunis, bah, une des caractéristiques du regard de Van Besse, c'est à la fois cette grande humanité, sur, ses contemporains et puis un regard très caustique malgré tout. Il y a vraiment quelque chose d'assez, amusé, assez comique dans sa représentation de ses contemporains. Alors le goût pour la vie parisienne, il va se retrouver également dans les représentations de spectacles, la vie des théâtres dont de Bèze est lui-même très, très amateur. Il se rend régulièrement à des représentations théâtrales, des concerts, et donc on le voit représenter ici, ou les personnages du premier plan ici, qui s'ennuient passablement, les spectateurs à droite, vous le voyez, ou une ouvreuse à gauche, avec son profil, qui se détache, en noir sur fond rouge, qui est en train de réclamer le pourboire, et puis, le contraste entre cette figure très humble, vous le voyez, avec le dos courbé, et puis en bas, les représentations des spectateurs bourgeois, qui sont en train de récupérer leurs vêtements au vestiaire. Hem Autre sujet parisien par excellence, c'est, celui du métro. Alors là, véritablement, de Bèze va être un grand amateur de cet endroit qui est, assez étonnant pour un artiste. C'est quasiment un non-sujet en histoire de l'art. On ne connaît pas d'autres artistes, me semble-t-il, qui soient tant passionnés pour ce sujet étrange, plutôt, insalubre, nauséabond, en souterrain, mal éclairé. Donc c'est tout à fait étonnant qu'un artiste s'intéresse à un tel sujet, mais vous le voyez chez de Bèze, c'est la représentation de la foule qui l'intéresse, manifestement, c'est cet agrégat de personnages qui le fascine. Et vous le voyez en haut, la représentation de cette gravure colorée ici, elle est tout à fait actuelle. On imagine bien, les quais, de la ligne 13 ou du RER, actuellement, qui sont autant bondés avec, cette foule qui est massée sur les quais. Alors toujours ce goût pour les cadrages de biais, frontal, ou plongeant, qu'on va retrouver dans ses représentations. Il sera tellement amateur de ces sujets qu'il va
il aura une carte à vie pour pouvoir, justement, croquer sur le motif dans le métro ces sujets. Alors, c'est également un très grand décorateur. Il a notamment on lui passe commande en 1909 d'une importante, une importante production ici. Ce sont 12 tableaux pour l'ambassade de France à Vienne, qu'il va réaliser. Il va mettre un certain temps à les faire venir, mais en tout cas, il a carte blanche. Ça, c'est assez, inédit aussi. On lui laisse vraiment la liberté de choix de ses motifs et donc il choisit de représenter la vie et les inventions modernes, à travers, donc notamment des inventions, en termes d'aviation, des vues, depuis des avions, des machines volantes, un dirigeable au bus, vous le voyez en haut à gauche dans les montagnes, le téléphone à droite qui est, à l'époque une invention moderne, le cinématographe, les canaux automobiles, les paquebots. Hem, je crois que j'ai d'autres photos de ces dessus de porte. Vous le voyez en situation dans le salon de réception actuellement, à Vienne, de l'ambassade de France. Donc c'est tout à fait étonnant, vous voyez également des représentations du métro, de l'autobus, des scènes typiquement parisiennes. Très étonnant de retrouver ce genre de sujet dans le décorum d'une ambassade à l'étranger, d'une ambassade de France à l'étranger. Mais voilà, ça témoigne du goût, de Van Besse pour les sujets, contemporains, pour, leur modernité, que l'on retrouve aussi dans une de ses spécialités, ce seront ces vues, aéronautiques, ces œuvres aéronautiques. Vous le voyez avec ces vues plongeantes tout à fait spectaculaires. Alors il est passionné par ce genre de sujet, par les machines qui sont exposées notamment au Grand Palais lors des grands salons sur l'aviation. Et puis vous le voyez en bas, une représentation très poétique avec cet avion jaune qui vole dans le ciel, dont l'ombre est portée sur les nuages en contrebas. En tout cas, il se fera une vraie spécialité de ces vues, d'avion avec, ces petits détails en contrebas qui sont tout à fait vertigineux, à tel point qu'il sera attaché en 1934, et peintre au ministère de l'Air. Alors justement, en termes d'invention, aéronautique, on le voit ici, cette, amusante, représentation d'un dirigeable au bus, donc vous le voyez qui, permet, de façon assez efficace de s'extraire des bouchons parisiens. C'est la place de l'Opéra en contrebas qui est totalement, investi et on voit que ça grouille et ça, c'est vraiment une des caractéristiques de la représentation de Van Basse, des foules, des petits détails, en contrebas et puis ce dirigeable au bus volant là qui permet de s'extraire ou alors la noce en aérotaxi avec ces mariés qui s'élèvent dans les airs au-dessus de la tour Eiffel et vous le voyez en pourtour, il y a ces remarques qui se développe, comme si l'imagination de l'artiste débordait du cadre de la représentation et se développait tout autour en périphérie. Il y a toujours plein de petites, ce qu'on appelle des remarques très amusantes en bordure de ces gravures. Alors en matière de sérieux, vous le voyez, je vous l'ai dit, cet artiste oscille régulièrement entre le grave et le léger. C'est un artiste qui s'intéresse et qui se frotte très directement à l'histoire, à l'événement, alors qu'il soit rétrospectif, ici à travers son intérêt et son goût pour la période de la Commune, qui le fascine totalement à travers des témoignages, notamment ceux de son père ou d'amis de son père. Il va faire quelques représentations, en réalité, il voulait en faire une série, enfin autour de ces événements de la Commune. Avec ces personnages, vous voyez, en haillons, une armée, assez piteuse de communards, à gauche ou alors l'attente ici, sur la droite avec, cette représentation de barricade. Alors il va avoir le souci vraiment de rendre de manière très réaliste ces événements, donc qui l'intéressent de manière rétrospective, hein. Il n'a pas du tout vécu les événements de 1870. Mais voilà, il aura le souci de reconstituer une barricade dans son jardin, de revêtir ces mannequins de vêtements communards et de recréer, le plus fidèlement possible ces événements. Événements contemporains, là pour le coup, c'est, ce qui se passe, ce qui est
possiblement se déroule sous son balcon, sous sa fenêtre. Ici, on est boulevard Montmartre. Il habitait lui-même, justement dans les environs, dans un immeuble haussmannien, en étage élevé, 6e, 7e étage, et il voit se dérouler donc cette manifestation, et cette charge d'un cordon de policiers qui est en train de disperser la foule. Vous le voyez qui se déploie et qui semble sortir du cadre en bas à droite. Il y a vraiment ce mouvement très impressionnant, et avec ce cadrage, toujours ce sens du cadrage, la vue plongeante, des perspectives de biais, et puis en plus de ça, le tour de force d'une représentation nocturne avec les éclairages de lumière qui sont donnés par, ou les devantures de café ou les kiosques lumineux ici, dans cette représentation qui est peut-être le tableau le plus connu de l'artiste, qui se trouve, au musée d'Orsay. Toujours dans le registre de l'histoire, ici un registre, commémoratif, aspect un peu plus mémoriel, on va dire, pardon, de l'événement, à travers ce triptyque, La pensée aux absents, que l'artiste réalise quelques années après son engagement lui-même sur le front. Il sera peintre aux armées, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Alors un engagement qui va le marquer durablement, dont il va garder le traumatisme en tête, et puis même dans le corps, hein, puisqu'en fait il va être blessé et qu'il gardera assez longtemps des éclats d'obus dans la jambe qui vont le paralyser, notamment à la fin de sa vie. Il sera obligé de se concentrer sur des formats un peu plus réduits. Mais vous le voyez, donc cette pensée aux absents, elle est vraiment, c'est vraiment une œuvre qu'il imagine, comme une œuvre religieuse, hein. Vraiment, il y a tous les marqueurs du triptyque, religieux, avec, cette partie centrale, et puis les volets de part et d'autre. Également la prédelle en partie basse qui déploie, alors on le voit mal à l'image, mais c'est un défilé de soldats devant des croix blanches, et puis en partie centrale, ce sont les veuves endeuillées, qui sont représentées ici, dont il prend pour modèle, sa fille à gauche, sa mère au centre et sa femme à droite. Et de part et d'autre, sur les volets, il déploie la vie, dans les tranchées, que ce soit à la caserne, à gauche, avec un personnage qui est en train de lire une lettre, certainement reçue par sa famille, avec l'ombre projetée sur le mur, et puis les tranchées et les trous de but, notamment sur la droite, qui sont développés. Il va produire toute une série d'œuvres en lien avec ces événements, enfin son engagement, pendant la Première Guerre mondiale. Notamment, il va illustrer Le poilu a gagné la guerre, une œuvre, plutôt de propagande, et puis des eaux-fortes également, un album de 12 eaux-fortes dont vous avez quelques exemples, en partie basse. En matière de sujets, aussi, un peu académiques, on est toujours dans le registre de la peinture dite sérieuse. Il y a son activité de portraitiste. Alors vous le voyez ici, Pierre et Valentine, ces enfants justement qu'on avait, représentés tout petits dans leur lit, précédemment. Ils ont bien grandi, ils sont, bien plus qu'adolescents, ils sont de jeunes adultes ici. Valentine à gauche et puis Pierre à droite, avec cette pose très très impressionnante, très frontale, ce regard ténébreux, et puis les mains ramenées, sur son torse, que l'on retrouve dans ce portrait d'étudiant en partie basse, en bas à droite, là vous le voyez, une posture qu'il reprend. Et puis, dernière, étape de cette, production dite sérieuse, c'est ce portrait, collectif des membres de l'Académie française. Là, on est en 1935 et l'artiste est au faîte de sa gloire. Il donne cet assez grand format, et qu'il met 8 mois à réaliser, où l'on voit rassembler, les portraits des académiciens de l'époque, dans le goût des portraits collectifs, hollandais, notamment les portraits de corporation, par exemple. Voilà pour, ce parcours académique. Ce qui nous intéressait aussi, et peut-être surtout, c'est de développer aussi cette veine beaucoup plus légère, autour de l'illustration notamment, puisque l'artiste va
sans cesse osciller et faire en même temps, élaborer en même temps des sujets, dits sérieux et puis des illustrations, au gré de ses collaborations. Alors l'une de ses premières collaborations, c'est celle qui l'amène à travailler à une nouvelle d'Émile Zola, La Fête à Coqueville. On est en 1898, c'est sa première production et en matière d'illustration pour les éditions Fasquelle. Et vous le voyez, il développe, une mise en page, le sens de la mise en page, assez amusant. Vous avez l'échange de la gifle ici en bas à gauche, et puis quelques dessins préparatoires qu'on a pu retrouver, où on voit toujours ce goût déjà pour les petits personnages et les mouvements et les agrégats de foule notamment, autour de cette histoire qui, fait coexister dans un petit village normand, 2 familles qui se détestent cordialement, jusqu'à ce qu'un naufrage, fasse découvrir, des petits tonneaux d'eau de vie qui sont partagés par les familles et finalement, tout se termine bien grâce à l'échange de ces petits tonneaux d'eau de vie. Il y a une grande fête qui est organisée dans le village et tout le monde est rassemblé. Alors d'autres, collaborations, ici, en 1900 et vous le voyez la spécificité de Van Besse, c'est qu'il va produire à la fois des peintures, des dessins, des gravures, qui seront reproduites pour les illustrations ensuite des ouvrages, auxquels il va collaborer. Donc ici, une production autour de misère et pauvreté, sous des supports, très variés, très amusants et alors, par-dessus tout et peut-être là le point d'orgue de sa, production en termes d'illustration, c'est justement cette création autour de Gulliver. Alors, quoi de plus merveilleux pour De Vambès qui s'intéresse aux questions d'échelle, aux questions de taille, aux questions de cadrage et de point de vue que de se frotter à ce sujet de Gulliver, puisque justement il va pouvoir, exploiter, les 2 parties du roman de Jonathan Swift, justement au moment où Gulliver est très grand parmi les Lilliputiens et le moment à l'inverse, vous voyez en bas à droite où il est tout petit parmi, des gens à la taille démesurée. Donc encore une fois, il va réaliser différentes réalisations sous différents supports autour de ce thème de Gulliver. Alors en gravure, ici colorée pour la revue L'Illustration ou alors en peinture, il va donner également, créer de grands formats. En 1909, la Gulliver en tournée, toujours avec ses points de vue et ce cadrage plongeant où on voit Gulliver, rassemblé devant une petite foule de personnages. Ou alors à l'inverse, là, Gulliver qui enlève la flotte des gros Boussiens en 1921. C'est un tableau tout à fait fascinant, avec une matière, picturale qui est très riche et qui invite à s'approcher, à examiner dans les moindres détails cette ville, complètement fantasmée, cette ville orientalisante et vous le voyez, Gulliver qui est en train de tirer, la flotte des gros Boussiens. Les gros Boussiens dans le roman, il y a cette distinction entre les gros Boussiens et les petits Boussiens qui consomment les œufs à la coque par le gros bout ou par le petit bout. Donc c'est 2 écoles. Donc ici les gros Boussiens, i c'est Gulliver qui est en train de tirer la flotte et puis il se protège les yeux parce qu'il reçoit des tout petits, boulets de canon, qui lui donnent un air d'Elton John ici. C'est une représentation, un tableau qui est très amusant, qui trône vraiment dans l'exposition. Autre collaboration, en 1909, auprès d'un auteur qui s'appelle André Couvreur. Il s'agit d'une invasion de macrobes. C'est un roman d'anticipation, un roman de science-fiction. On a fait l'acquisition au Petit Palais, de la peinture qui est en bas et du dessin, qui est en haut à droite. Juste après, le covid, hein, on était dans le contexte de la pandémie, il nous a pas semblé que ça résonnait avec l'actualité. Alors ces macrobes, c'est en effet l'inverse des microbes.
Ce sont des créatures qui, dans le roman, sont appelées les Microcus aspirators. Vous le voyez, qui ont des trompes, géantes, créatures éléphantesques qui, en fait, ont échappé à leur créateur, le professeur Tornada, qui est représenté ici, à gauche en habit d'académicien. Et qui, voilà, se sont développés, ont cru démesurément et sont devenus des monstres géants qui, finalement déferlent sur tout Paris. Vous voyez, ici le personnage principal qui est en train d'essayer d'échapper à la trompe, qui aspire tout sur son passage. Et puis, la représentation en bas, en partie basse, hem, elle renvoie à la fin du roman où, finalement le professeur Tornada va réussir à calmer et à dresser, cette horde de Microcus aspirators, et il va les ranger de part et d'autre de la scène pour les calmer et pour les ramener. Vous le voyez au second plan, on reconnaît l'île de la Cité avec le square du Vert-Galant, on reconnaît les tours de Notre-Dame. Très étonnant, hein, cette collaboration et cette, inventivité de Van Beze. On est, dans l'imaginaire des dinosaures là déjà en 1909, c'est assez, précoce. Hem, Encore plus avant-gardiste, c'est cette collaboration, on pourrait dire, avec Claude Farrère autour de ce roman qui s'appelle Les Condamnés à mort en 1920. C'est un roman d'anticipation, encore une fois, et là plutôt une uchronie, vraiment une vision assez sinistre de la modernité, autour de, cette histoire qui a lieu aux États-Unis. On est dans les années, 2046, quelque chose comme ça. Hem et donc il s'agit de cette ville sur la partie gauche, vous le voyez, on est dans la ville supérieure qui est détenue par un gouverneur, qui possède un complexe agro-industriel. Son palais est situé, au-dessus de la ville qui en contrebas, développe déploie des blocs où sont, où habitent les ouvriers, et donc il se promène sur sa calèche, vous le voyez ici, en en partie, supérieure de la ville, tandis qu'en contrebas, les ouvriers vont fomenter une révolte, parce en réalité, ils souhaitent remplacer les ouvriers par des machines-main. On est vraiment dans le contexte aussi du taylorisme ici, qui est dénoncé. Et un des principaux, meneurs de la rébellion va évidemment tomber amoureux de la fille du gouverneur. Donc il se retrouve sur les toits, de ces blocs, et c'est justement cette rencontre qui est représentée, dans la sur l'image de droite. Donc vous le voyez, cette, vision, très moderne avec ces aplats de gris qui sont très beaux. On est aussi dans l'imaginaire à la Fritz Lang. En 1920, en tout cas, De Van Beze met son art ici au service d'un discours qui est très avant-gardiste, et à travers aussi une illustration qui déploie, des cadrages très vertigineux et des couleurs, cette bichromie là qui est très moderne. Autre sujet aussi pour lequel il va collaborer, qui est un sujet d'actualité, c'est ce roman d'une auteure suisse, assez méconnue, de nos jours, hein, Noël Roger, autour du Nouveau Déluge, qui met en scène, une famille parisienne, qui est obligée de fuir devant la montée des eaux. Et en effet, on est dans le contexte du réchauffement climatique déjà en 1922, et donc cette famille qui va finalement grossir avec, toute la population elle va attirer sur son passage, va se retrancher dans les montagnes suisses du Valais, et c'est, le tableau qui est représenté ici, avec ces petits personnages qui, à flanc de coteau, là, sont en train de cheminer et échappent devant la montée des eaux. Vous voyez ce goût vraiment pour l'illustration, dernier exemple ici avec, ce Noël gothique en 1929, et ce goût pour la mise en page, hein, les marges. On est presque dans le goût pour l'enluminure, médiévale avec, ce bestiaire fantastique là qui se déploie. Vraiment différentes,
une très grande fantaisie et une très grande variété d'inspiration dans les collaborations qui vont mener, De Vambèze à faire varier son art, en termes d'illustration. Alors on a une vitrine, qui est également consacrée, aux objets dérivés, on pourrait dire. On a réuni, toute son activité, de décorateur au service de quelques objets, de menus, d'assiettes notamment, il va créer un service à dessert. Alors vous le voyez pour ce qui concerne les menus, il développe toujours sur 2 pages, sur une page, des motifs, très amusants, hein, très enlevés. Un nombre de cartes de visite également, là on est un peu dans le même registre que la maison d'impression de Vambèze, hein, la maison de son père qui était vraiment spécialisée dans les cartes de visite. Alors vous le voyez avec ce sens de la composition, assez étonnant, ce menu en haut à gauche avec des pieds qui dépassent tout juste du cadre gauche pour donner justement le sens du mouvement de ces invités qui petit à petit se mettent à table. À droite, vous avez le lunch avec, c'est assez amusant avec les convives qui se ruent sur le buffet ou le départ de la mariée, les mariés en bas à gauche qui sont au bas de l'escalier tandis qu'on transporte les invités dans un état, heu, passablement, heu, d'ébriété, assez avancée. On a retrouvé les assiettes de ce service à dessert justement donc, ici je vous en ai, reproduit 6, avec les esquisses qui vont avec. Donc vous le voyez, ce sens de la composition autour de ce format circulaire où, le motif principal, que ce soit le cirque, les lutteurs se trouvent, au centre de la composition et puis en périphérie, il développe, ou des foules, ou des vous avez également un repas qui est représenté en partie centrale avec les aliments qui se trouvent sur la périphérie ou alors cette chasse au lapin avec le petit lapin qui se trouve au centre de l'assiette et puis la chasse qui se déploie tout autour. Donc on a retrouvé toutes les assiettes, sauf le plat à gâteau, qui est représenté ici à travers l'esquisse préparatoire qu'on a retrouvé au musée de Beauvais autour du jeu de quilles. Alors, on continue dans le registre de cette production, très amusante. Alors, je vous ai parlé en première partie là dans l'introduction de cette publicité, sur l'aliment complet Maxime Groult, et De Vambèze va également faire la promotion d'un autre aliment complet pour les enfants, c'est la phosphatine falière. Alors c'est un aliment, magique bien évidemment puisque, vous le voyez, il y a des bébés célèbres, il y a toute une publicité consacrée aux bébés célèbres qui prennent de la phosphatine falière, pendant leur enfance et on retrouve Victor Hugo, on retrouve, Sarah Bernard, vous le voyez en bas à droite, ou le petit Napoléon et donc ils sont tous très joufflus, hein, y compris Sarah Bernard qui était, pourtant connue pour sa maigreur, légendaire. Grâce à la phosphatine falière, ils sont tous en pleine forme et puis, De Vambèze va également participer à ces petites publicités sous format A3. Ce sont des feuillets qui sont, mis sous enveloppe et envoyés aux clients et qui déploient des petites bandes dessinées. Vous le voyez, il y a l'usine enchantée, l'histoire de la petite Tata et du gros Patapouf. Donc voilà, c'est l'histoire de cette fille de souverain, qui sont bien gros et gras, qui va être ensorcelée par la méchante, magicienne Boule en Bosse et qui va dépérir, mais grâce à la phosphatine falière, à la fin, elle retrouve, une bonne vigueur. Toujours ces petits personnages, bien gros et joufflus, qu'apprécie De Vambèze. On a retrouvé cette plaque publicitaire aussi, autour du beurre, d'Isigny. Vous voyez la motte de beurre qui trône au centre d'une assiette où les têtes couronnées sont toutes rassemblées pour s'apprêter à un grand festin. Et puis voilà, c'est dernier exemple, mais il y en a d'autres dans l'exposition. Ce sont, voilà, ce déferlement de jouets, aux Galeries Lafayette. Qui sortent des grands magasins, en période de Noël notamment, voilà. Et un type d'exemple un exemple des affiches publicitaires qu'a pu, produire De Vambèze.
Alors pour terminer, rapidement, il y a toute une production, également de l'artiste, autour de tout petits, hein, c'est vraiment de tout petits formats qu'on a représentés ici dans un accrochage assez serré. Pour vous donner une idée de l'échelle, vous voyez, ça tient dans la main. C'est vraiment des tout petits tableaux qui sont conçus comme des pièces uniques, des petits objets, d'art décoratif autour de, sujets qui ont trait, aux contes et légendes, aux mythes, des scènes, où des bohémiens, voyagent ou des scènes de taverne, des scènes de rixe. Tout un univers fantastique qu'il va développer, dans des tout petits formats, qui sont très appréciés par les collectionneurs. Il va vraiment se faire une spécialité de ce qu'il appelle ces tout petits. Et puis dernière évolution de son style, ce sont ces représentations, assez, fantastiques d'une mythologie ici, tout à fait, presque hallucinée avec des couleurs, beaucoup plus éclatantes, un aspect décoratif, bien plus présent, quelque chose de Nabi, on pourrait le dire dans le style en 1936, hein, vous voyez Ulysse et Calypso. Là, c'est vraiment son style de fin de carrière. Dans les années 30-40, il va déployer une palette beaucoup plus vive. Et le parcours de l'exposition se clôt par ce tableau, qui est un tableau manifeste, on pourrait le dire, de l'art de Van Beze. Cette vue de l'exposition universelle de 1937, où sont, en fait réunis tous les centres d'intérêt, toutes les spécificités, on pourrait le dire, de l'art de Van Beze. Cette vue plongeante, alors, quoi de plus merveilleux que le mirador de la tour Eiffel, justement pour embrasser tout Paris. Vue très vertigineuse sur les pavillons de l'exposition universelle, hein, qui s'est déployée sur la colline de Chaillot. Et puis ce goût pour les foules, toujours là, si vous voyez le tableau, en vrai, c'est vraiment, où est Charlie? Hein, on a envie de s'approcher du moindre détail, de regarder, très précisément le fourmillement de Oui, cette parce que ça va foule. faire un tour. Tu crois? Non, non, c'est sûr, c'est pas je crois, c'est sûr. L'exposition se clôt sur, une spécificité de l'artiste, qui est son livre d'illustration, pour enfants, Auguste à mauvais caractère, où l'on déploie les planches originales de l'album en 1913. C'est l'histoire de ce méchant petit garçon qui est infernal et qui fait un cauchemar où ses jouets se rebellent et il est complètement traumatisé par ce cauchemar qui, finalement va l'assagir et tout finit bien, il redevient très gentil. Voilà quelques vues de l'exposition et une fresque participative où chacun est amené à colorier. Heu, voilà, tout ça pour vous dire que l'exposition, fonctionne plutôt bien, y compris pour les petits. Il y a un parcours enfant. Il y a beaucoup de visites, toute une programmation consacrée aux familles et aux enfants. Et donc l'exposition qui devait, se clore fin décembre est donc prolongée jusqu'au 5 février 2023. Voilà, je suis tout à fait disponible s'il y a des questions. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous faire cette présentation. Si vous avez des coordonnées, ne pas hésiter à les mettre, ou même renvoyer vers le site dans l'onglet discussion ou questions-réponses si vous le souhaitez. Oui, Comme ça, nos spectateurs pourront, si besoin, aussi venir se renseigner. Et j'imagine que toutes les informations sont aussi sur votre site, c'est-à-dire oui, le oui, oui. site du Du Petit Palais? petitpalais.paris.fr, c'est bien cela? Oui, tout à fait. D'accord. Alors nous, on va devoir passer au webinaire suivant. Alors je suis désolée, mais je vous remercie vraiment pour votre présentation. C'était très intéressant et c'était aussi personnellement très amusant de voir cette différenciation, cette différence entre des dessins un peu plus caricaturés et des dessins très réalistes que pouvaient du coup, qui sont l'œuvre en fait de cet auteur. Merci Oui, beaucoup. oui, je vous en prie. J'espère vous avoir donné envie de venir voir l'exposition. On ne peut plus. Et j'espère du coup que les spectateurs seront nombreux à venir. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup pour votre intervention. Au revoir.